Le franco-allemand est-il toujours le moteur européen? A-t-il assez d'énergie pour bâtir une nouvelle souveraineté tant désirée par notre président Emmanuel Macron, sachant que l'un des deux, l'Allemagne, carbure au pétrole et au gaz russe? Ce sont toutes les questions au cœur de cette journée de l'Europe que vous avez largement vécue sur France Info, 9 mai. Après donc un discours devant le Parlement européen, Emmanuel Macron s'entretient avec le chancelier allemand ce soir, Olaf Scholz, et vous pourrez suivre d'ici quelques minutes une conférence de presse commune des deux chefs d'État. Vous allez la suivre avec nous sur France Info et en compagnie de François Baudonnet, journaliste et spécialiste des questions européennes. Bonsoir François. Marie Krapta, chercheuse au comité d'études et des relations franco-allemandes et à l'IFRI. Bonsoir madame, merci d'être là. Nous avons également avec nous en Skype Jean-Antoine Duprat, géopolitologue et professeur associé à l'Université Paris-Sorbonne. Bonsoir. Merci également de venir nous éclairer sur ce couple franco-allemand à l'honneur ce soir. Alors François, cette visite traditionnelle des chefs d'État français en Allemagne, ce n'est pas inscrit dans la Constitution, c'est une habitude instaurée par Nicolas Sarkozy en 2007. On a toujours vu jusqu'ici Angela Merkel. Est-ce que le couple Macron-Olaf Scholz est-il aussi solide que les précédents? Alors c'est ce qu'on verra. C'est ce qu'on va voir dans les mois et les années qui viennent. Là, ce qui est intéressant, bon, déjà, quand même, les deux hommes se connaissent. Ils se connaissent plutôt bien. Et je dirais, ils sont maintenant tous les deux en début de mandat. Et donc, autant jusqu'à présent, il y avait une espèce d'asymétrie, puisque Emmanuel Macron a été quand même, au cours de ces dernières semaines, très occupé, évidemment, par la campagne électorale en France, alors que Olaf Scholz était en train de prendre ses marques. Autant là maintenant, ils sont tous les deux au début de quelque chose. Et donc, à partir de ce soir, ils vont pouvoir vraiment parler de l'avenir, un avenir qui doit être, j'ai envie de dire, rapide, parce qu'il y a évidemment la guerre en Ukraine, mais aussi travailler sur des bases à plus long terme. On a vu tout à l'heure que le président Macron a, par exemple, appelé de ses voeux une réforme, une refonte des traités européens. Voilà, ça fait partie des dossiers qui vont être évoqués vraisemblablement ce soir entre les deux hommes à Berlin. Et on reviendra bien sûr sur les annonces effectivement qu'a faites Emmanuel Macron devant le Parlement européen à Strasbourg. Jean-Antoine Duprat, on a dit que la France et l'Allemagne, ce couple qu'on dit le couple franco-allemand, le moteur de l'Europe, pourtant n'a pas été le couple de chefs d'État les plus téméraires face à Poutine, puisqu'on sait que bien sûr l'Ukraine fait partie des sujets prioritaires abordés ce soir. Si vous voulez, il y a deux choses. D'une part, il y a effectivement la volonté de rester un peu exemplaire au niveau européen et la mobilisation de chaque pays sincèrement en faveur de l'Europe. Et puis ensuite, il y a les problèmes de chaque pays interne. L'Allemagne a sa dépendance vis-à-vis du gaz. Il y a sur un certain nombre de sujets, si vous voulez, on doit composer avec, je dirais, les intérêts de chaque pays. C'est ça qui est un petit peu la difficulté. Et je pense que c'est très important que les chefs d'exécutif se rencontrent comme c'est fait aujourd'hui, justement, pour réaffirmer à chaque fois que, nonobstant les petites différences qu'il peut y avoir d'intérêt de chaque État, c'est quand même l'intérêt commun, l'intérêt de l'Europe qui est pris en considération. Justement, même question qu'à François. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une différence de visage entre ce couple franco-allemand tel qu'on l'a connu lors des quinquennats précédents et celui-ci ? Je pense que surtout, il y a eu un revirement dans la politique allemande au cours des derniers mois. On parle d'une Zeitenwende, donc d'un changement d'époque, puisque Olaf Scholz a tenu un discours devant le Parlement, le Bundestag, le 27 février dernier. Et donc, cette guerre en Ukraine remet en question un certain nombre de fondamentaux dans la politique allemande, en matière de politique énergétique. On est en pleine transition énergétique en Allemagne. En même temps, il y a cette dépendance par rapport au gaz. Il y a la question du militaire aussi, puisque Olaf Scholz a donc décidé que 2% du PIB allemand serait dépensé dans la défense, qu'il y aurait un fonds spécial de 100 milliards d'euros qui serait destiné également à la modernisation de l'armée allemande. Et puis un tabou a également été rompu, celui de livrer des armes dans une zone de guerre, en l'occurrence l'Ukraine. Donc l'Allemagne a énormément bougé. Pour elle, c'est quasiment une révolution ce qui vient de se passer dans le pays par rapport à la culture politique allemande, c'est ça que vous nous dites? Tout à fait. Et puis c'est aussi une crise du multilatéralisme, c'est le retour à la réalpolitik, c'est la politique des grandes puissances. Et donc c'est vrai que l'Allemagne, sa politique étrangère est basée sur un ordre mondial, basé sur les règles, sur le
le droit international, donc ça chamboule beaucoup de choses. Et puis on sait qu'il y a un lien très important entre la Russie et l'Allemagne depuis longtemps. Ça date de la Ostpolitik et de Willy Brandt dans les années 1970 et ça a été perpétué par les différents chanceliers par la suite. Alors François Olaf Scholz, il a quand même été critiqué justement dans son pays pour ses atermoiements. Il ne voulait pas livrer d'armes à l'Ukraine, il ne veut toujours pas d'ailleurs d'embargo sur le gaz, à tel point qu'hier il s'est défendu, il a fait une allocution à la télévision allemande un peu pour justifier justement sa position. Oui, ce qui est rarissime d'ailleurs, parce que autant en France on est très habitué à ce que le président de la République prenne la parole à la télévision, autant en Allemagne quand le chancelier ou la chancelière parle, c'est quelque chose de beaucoup plus rare. Et c'est vrai qu'il a été assez critiqué pour son manque de décision aussi. On a le sentiment qu'il a beaucoup hésité. Alors maintenant, on va voir effectivement ce qui va se passer dans le couple franco-allemand. Je disais que les deux sont au début de quelque chose. Du côté du président de la République, il faut quand même être prudent parce que les Allemands ont très bien compris qu'il y a des élections législatives en France et ils suivent de très près, je crois que vous ne me contredirez pas, ce qui se passe en France et ils savent en particulier qu'il y a une partie importante qui veut, des futurs députés français, qui veut violer les règles européennes. Et ça, évidemment, c'est un peu compliqué quand on commence une discussion de dire, voilà, on veut construire quelque chose sur le plan européen, mais en fait, on fera ce qu'on veut et on va violer les règles européennes, ce que font d'autres pays en Europe, je pense en particulier des pays d'Europe de l'Est, et ce qui est très négatif. Donc, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, à la fois c'est quelque chose qui commence, et à la fois je pense que du côté allemand il y a un peu de prudence parce qu'ils vont attendre le mois de juin quand même pour être sûr qui est l'interlocuteur en France. En fait, je crois qu'en Allemagne personne ne doute du côté européen d'Emmanuel Macron. Il l'a encore redit cet après-midi à Strasbourg, donc qu'il ait envie de faire, c'est certain, personne n'en doute. Après, est-ce qu'il pourra véritablement le faire? Ça va dépendre évidemment de la composition de l'Assemblée nationale. Jean-Antoine Duprat, est-ce qu'on sait ce que pense réellement Olaf Scholz, puisqu'effectivement, il a eu cette tiédeur au début du conflit en Ukraine, puis il y a eu ce fameux discours au Bundestag qui est finalement une énorme avancée pour l'Allemagne. Quel est son logiciel européen? Est-il en parfait alignement avec les discours que prône régulièrement Emmanuel Macron depuis 2017 d'ailleurs? Je crois que le chancelier allemand est dans une situation effectivement où il doit faire la part des choses, certains impératifs que vos invités ont précédemment évoqués, et puis la nécessité aussi de se retrouver dans une solidarité européenne et dans une volonté d'aller de l'avant au niveau européen. C'est pas un dossier facile, d'abord parce que il vient de prendre les rênes. Il y a effectivement aussi des aléas qui peuvent apparaître au niveau de la politique intérieure française, mais c'est pas un dossier facile parce que on voit bien que même par exemple, ce qu'a dit Emmanuel Macron en faveur du changement des institutions et des règles de majorité qualifiée, il n'y a pas une unanimité au niveau européen. Alors du côté allemand, apparemment, on se ferait plus ou moins à cette idée, mais ce n'est pas quelque chose de très facile. Et donc la solidarité entre le président français et le chancelier allemand est vraiment quelque chose d'essentiel dans cette affaire. Il faut tout le temps systématiquement la réaffirmer, surtout quand on est face à des problèmes aussi graves que ceux auxquels nous faisons face aujourd'hui, en particulier avec la guerre en Ukraine et toutes les conséquences que ça peut avoir. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est aussi une manière de colmater, entre guillemets, les fissures qui sont apparues au fur et à mesure de ce conflit entre les 27. C'est vrai qu'au début, on a loué l'union au sein de l'Union européenne. Et puis là, on commence à voir apparaître des dissensions qui restent et qui durent. Et l'affirmer, ce couple franco-allemand, c'est une manière de réduire ces fissures. Absolument. L'Europe, c'est les deux piliers solides de l'Europe, c'est la France et l'Allemagne, incontestablement, historiquement d'ailleurs, ça l'est. Et donc aujourd'hui, effectivement, il faut tout le temps réaffirmer cette solidarité, cette union, cette convergence d'objectifs, même s'il y a des différences à la marge, justement pour continuer à entraider l'ensemble des 27 et pour essayer d'obtenir des avancées, puisqu'on voit bien qu'à chaque fois, il y a toujours un pays, deux pays, trois pays qui vont lâcher un peu le groupe. On l'a vu avec la Hongrie, on l'a vu également avec la Pologne. Donc tout ça, c'est pas facile. Et c'est pour ça que c'est toujours important que le couple franco-allemand affirme sa solidarité. Marie Crapta.
Qu'est-ce que vous en pensez? C'est aussi cette lecture-là que vous faites de cette conférence de presse? Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a aussi dans le narratif du président français l'autonomie stratégique qui joue un rôle important. Et on voit dans le nouveau contrat de coalition de l'Allemagne aussi le terme de souveraineté stratégique. On va les écouter, Emmanuel Macron et Olaf Scholz, pour cette conférence de presse commune ce 9 mai, journée de l'Europe et première visite donc à l'étranger d'Emmanuel Macron. Emmanuel, c'est... Voilà pour cette conférence de presse commune d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz à Berlin ce 9 mai, journée de l'Europe. Deux hommes qui partagent un même vocabulaire. Ils sont pour une Europe plus forte et plus souveraine, François. Mais seulement l'un des deux a insisté sur les idées qu'il avait pour réformer cette Europe. Et c'est plutôt Emmanuel Macron. Oui, c'est Emmanuel Macron parce qu'il a fait des propositions quelques heures auparavant à Strasbourg. Donc il a redéveloppé. Et puis... il a été justement interrogé sur cette communauté politique européenne qu'il appelle de ses voeux. Et c'est intéressant ce qu'il a dit. On a bien compris que ça serait pour ne pas désespérer certains pays, parce que certains pays qui sont candidats, en particulier bien sûr l'Ukraine, mais aussi les pays des Balkans occidentaux. Mais il a dit aussi, et là je pense qu'il va falloir clarifier, parce qu'il a dit aussi que par exemple le Royaume-Uni pourrait faire partie de cette communauté politique européenne. Alors on ne comprend pas trop si c'est un sas qui va permettre ensuite peut-être d'entrer à part entière dans l'Union européenne, ou si c'est quelque chose de plus large et peut-être de plus flou, ou dans lequel il y aurait par exemple le Royaume-Uni qui, on le sait quand même, a voulu quitter l'Union européenne. Donc là, les discussions vont commencer. Et voilà, par exemple sur cet aspect, je crois que les choses vont devoir être éclaircies. Marie Krapka, conseil des ministres franco-allemands annoncé pour juillet à l'occasion de cette conférence de presse. Vous avez ressenti de la part d'Olaf Scholz un alignement avec les propositions qu'a fait justement Emmanuel Macron cet après-midi devant le Parlement, révision des traités notamment et cette fameuse communauté politique européenne? Je pense qu'il y a un soulagement côté allemand qu'Emmanuel Macron ait gagné ses élections présidentielles. Je pense que justement cette question de l'autonomie stratégique est quelque chose qui est maintenant partagé par l'Allemagne, puisque la souveraineté stratégique est maintenant inscrite dans le contrat de coalition. Emmanuel Macron a parlé de la politique industrielle aussi, donc ça je pense que c'est un pan de la coopération franco-allemande qui va être très important. Et puis il y a la question de la sécurité qui va également se poser, avec effectivement une Union européenne qui a décidé d'une boussole stratégique donc en mars dernier pour décider donc des menaces de l'Union européenne, pour les définir, pour essayer de définir aussi des capacités pour contrer ces menaces. Et donc je pense que ça va être un aspect assez important aussi. Olaf Scholz a mentionné aussi l'OTAN, donc le concept stratégique qui va être présenté en juin au sommet de l'OTAN à Madrid. Donc la question donc va se poser, quelle est la place de l'Europe de la défense aussi dans l'OTAN. On a vu qu'avec la guerre en Ukraine, les liens se sont ressoudés entre les États-Unis et l'Europe. On se souvient de Donald Trump, c'était un peu plus compliqué. Il disait que l'OTAN était obsolète. Emmanuel Macron avait dit que l'OTAN était à l'état de mort cérébrale. Donc je pense que tout ça, ce sont des aspects qu'on a vu émerger. Effectivement, la question de l'élargissement, c'est le troisième point qui me semble assez important dans la conférence de presse qui avait été mentionnée, avec l'Ukraine, avec la Moldavie, la Géorgie, qui maintenant ont déposé leur candidature. Effectivement, il ne faut pas pour autant que les pays des Balkans occidentaux soient déçus et il faut leur proposer en tout cas des alternatives. Donc ça, je pense que c'est des éléments très importants. Et à la fois sur la défense européenne, ça a été effectivement évoqué, mais très, très, très rapidement, parce qu'il y a quand même des grosses divergences quand même entre la France et l'Allemagne, à la fois sur qu'est-ce qu'on veut faire, et à la fois également, par exemple, sur l'achat d'armements en commun. Il y a des programmes, par exemple, des programmes européens, par exemple, sur un char européen. En fait, ça n'avance pas. Les choses patinent. En plus, on sait que les Allemands ont annoncé qu'ils allaient acheter des avions américains. Alors, il y a sûrement des bonnes raisons, parce qu'ils sont compatibles avec l'OTAN et avec le nucléaire, voilà, etc. Mais voilà, tout ça, il va falloir peut-être harmoniser les positions des deux côtés du Rhin.
Justement, Jean-Antoine Duprat, sur cette question de défense dont on entend parler depuis au moins plusieurs dizaines d'années, cette défense européenne, Josep Borrell, le haut commissaire chargé de la diplomatie de l'Europe, a dit que durant ce conflit ukrainien, on avait eu au moins la naissance d'une Europe géopolitique. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Oui, effectivement. Vous savez, c'est souvent dans les crises qu'on voit les choses avancer beaucoup plus vite. Pour en revenir à la question de défense, effectivement, c'est assez compliqué parce que la France a sa politique de défense nationale avec l'arme nucléaire qui est à sa disposition, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de l'OTAN. Et d'autre part, il faut voir que effectivement, cette question de défense, elle est d'autant plus compliquée qu'aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où on a la Russie. D'ailleurs, on pourra remarquer que la Russie n'a pas été citée dans les interventions. La Russie, effectivement, a envahi l'Ukraine. Et donc, aujourd'hui, il faut à la fois faire de la cohésion, mais il faut aussi faire passer le message que l'Europe, aujourd'hui, va vraiment s'affirmer en tant que telle, et pas seulement dans le cadre du parapluie nucléaire américain. Donc c'est un petit peu compliqué de faire ça. Effectivement, il y a des divergences entre la vision française et la vision allemande, et tout ça, c'est important. Il faut quand même savoir aussi une chose qu'on a perdu un peu de vue, c'est qu'il y avait eu la création d'une brigade franco-allemande qui avait été mise en place. Donc il y a eu déjà des expérimentations qui ont été faites, et il est certain qu'on peut avancer davantage dans ce domaine. Alors c'est vrai aussi qu'au niveau des projets communs, que ce soit l'avion ou que ce soit le char, il y a aussi là des retards qui ont été pris, mais ça serait important également qu'on puisse avancer dans ces domaines-là de manière à bien montrer que l'Europe aura sa propre politique de défense sans pour autant remettre en cause son organisation, son engagement avec l'organisation territoriale de l'Atlantique Nord. Il y a un autre mot qui n'a pas été prononcé, c'est le mot embargo. Embargo sur les hydrocarbures russes, ça reste une ligne de fracture. Alors justement, l'Allemagne préside le G7 et effectivement, hier, le G7 a décidé de cet embargo sur le pétrole. Alors on sait qu'en parallèle, à l'échelle européenne, on est en train de ficeler ce 6e paquet de sanctions contre la Russie. Qui n'a pas été pour l'instant adopté. Ouais. Exactement. Et donc la question de l'embargo du pétrole est effectivement tout l'objet de ce 6e paquet de sanctions. Ouais. Mais sachant qu'après le pétrole, le plus difficile, ça sera le gaz. Voilà. Donc en fait, c'est rendez-vous en juin pour le gaz, si je ne me trompe pas, François. En tout cas, on a l'impression que cette décision-là, ce 6e paquet, effectivement, il a vraiment beaucoup de mal à être... Oui, il a du mal, effectivement, parce que la Hongrie et la Slovaquie, qui n'ont pas d'accès à la mer, disent nous, en fait, comme on est fourni uniquement par des oléoducs, si on coupe les oléoducs, on n'a plus rien. Donc, il va falloir d'abord nous laisser du temps. Donc, ils demandent du temps. Ils demandent aussi de l'argent à l'Union européenne pour financer ce changement d'alimentation en pétrole. Donc, ça devait être... Les Européens espéraient un accord hier soir, ils ne l'ont pas eu. Des réunions auront lieu vraisemblablement de nouveau dans la semaine. Est-ce qu'ils l'auront dans la semaine ? C'est pas sûr, mais c'est possible. C'est quand même tout à fait possible, parce que Viktor Orban, vous savez, il crie très fort. Comme ça, c'est une position de négociation. Et à partir de là, il y a des discussions. Ça se passe aussi souvent comme ça en Europe. Et alors, en ce qui concerne le gaz, là j'avoue que je ne sais pas quand ça pourra avoir lieu, mais c'est vrai qu'il faudrait que ce soit rapide, parce qu'on envoie chaque jour énormément d'argent à la Russie. Le mot de la fin, quand même, quelle ambition pour l'Europe qui traverse une crise, et là on veut réviser les traités, proposer une nouvelle organisation politique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'urgence, c'est quand même la guerre en Ukraine. Et donc la question qui va se poser, c'est comment on pourra mettre fin à cette guerre, sous quels termes, sous quelles conditions, avec quels traités, sous quelles frontières, garantir à l'Ukraine une souveraineté territoriale, avoir des sécurités, des garanties de sécurité aussi pour l'Ukraine, que ce soit par l'Europe ou par l'OTAN. Quelle est la question des minorités aussi qui va se poser, des populations qui vont être concernées, et les mesures de confiance et de sécurité également. Donc c'est en fait revoir la charte de Paris, donc de l'Organisation de la sécurité et la coopération en Europe. Donc je pense que c'est ça l'urgence avant de réviser les traités européens. Surtout que je ne suis pas certain que la révision des traités européens soit un sujet très grand public. C'est sûrement difficile, effectivement. Qui est un sujet évidemment important et éminemment important, mais qui passionne pas les foules. Et effectivement, l'urgence est ailleurs, et l'urgence est en Ukraine.
Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de France Info pour écouter et commenter cette conférence de presse commune d'Emmanuel Macron et d'Olaf Scholz. Mais merci à vous, Jean-Antoine Duprat, d'avoir également participé à nous éclairer sur ce couple franco-allemand. On se retrouve bien sûr dans quelques instants pour la suite du 18-20. Mais avant cela, on fait un détour par la météo.